Juan Branco, l'un des avocats de Ousmane Sonko. Démarrons Info Matin avec les informations. Tout de suite, le premier bulletin de la journée ou la première tasse actu servie par Cheikh Tidiane Diaw. Lancement ce mercredi, Cheikh Tidiane, du dialogue national au Palais par le chef de l'État. Oui, ce sera à 16h à la salle des banquets du Palais de la République. L'opposition sénégalaise partagée sur la question. Si certains annoncent leur présence, d'autres estiment que les conditions pour un dialogue sincère ne sont pas réunies. C'est ce que nous allons voir dans ce sujet signé Pafaragning avec les images de Ahmadouba. Malgré une situation tendue et une violence constatée un peu partout, le dialogue va se tenir entre le pouvoir et une partie de l'opposition, dont le leader de AJ/PADS. Pour lui, le dialogue est plus que nécessaire pour régler beaucoup de questions en suspens. C'est de s'entendre sur ce qu'on appelle les règles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir, c'est-à-dire les élections, des élections sincères, honnêtes, transparentes, qui ne seront pas contestées. Et l'autre dimension aussi, c'est que dans notre esprit, il y avait des candidats qui avaient été éliminés en 2019. Il faudra aussi les régler ce problème-là et bien d'autres questions politiques. Maintenant, il y a aussi que les conditions de vie des populations sont très difficiles. Il faut... Contrairement à lui, le leader des FDS, les Guelwaars estiment que les conditions ne sont pas réunies pour un dialogue sincère. Parce qu'un dialogue doit être inclusif, un dialogue doit être constructif. C'est un dialogue pour raviver les divisions. Alors le dialogue doit rassembler, le dialogue doit unir, le dialogue doit apaiser. Pour qu'on en arrive à une démocratie apaisée, pour qu'on puisse aboutir à des consensus forts qui peuvent servir à la consolidation de la démocratie. Quels que soient les arguments brandis, seul un dialogue peut régler les divergences. L'opposition comme pouvoir puisse faire un appel au calme, à la paix, pour que les esprits puissent revenir. À partir de ce moment, je pense qu'on pourra tranquillement aller vers un dialogue sincère, constructif, pour sauver notre démocratie. C'est quand il y a des difficultés que les partis en présence discutent. Est-ce que l'Ukraine et la Russie sont en paix? Ils ne sont pas en paix. Elles ne sont pas en paix. Et elles discutent, qu'on soit au courant ou pas, les gens discutent. Est-ce que Nelson Mandela et le régime de l'apartheid à l'époque se faisaient confiance? Non. Mais Mandela était en prison. On le sortait pour aller discuter avec les autorités de l'apartheid et on le ramenait en prison jusqu'à ce qu'il finisse par s'entendre et que tous les détenus soient libérés. Mandela est allé à des élections et a gagné les élections après 27 ans. Le dialogue lancé par le chef de l'État va démarrer ce mercredi sans une bonne partie de l'opposition, dans un contexte où la tension ne cesse de gonfler. Taxawu Sénégal, de son côté, est prêt à participer au dialogue lancé par le chef de l'État à travers un communiqué. La structure dirigée par Khalifa Babacar Sall dit avoir reçu donc l'aval de ses instances de base pour participer à ce dialogue. Il réitère toutefois leur ancrage dans Yewwi Askan Wi et ses combats. Aminata Baresso revient sur les points saillants de ce communiqué. Un communiqué pour dire oui à l'appel au dialogue national lancé par le chef de l'État. Taxawu Sénégal dit avoir reçu l'autorisation de ses instances de base pour participer au dialogue national qui s'ouvre ce mercredi 31 mai. Dans la note, la structure dirigée par Khalifa Babacar Sall dit avoir mis en avant le rôle central des militants à travers un processus inclusif visant à recueillir l'avis de toutes les instances de base, une consultation interne au niveau des structures, des communes, des départements et de la diaspora. Et de cette consultation interne, la base donne son aval pour une participation de Taxawu Sénégal au dialogue national. Khalifa Sall et ses collaborateurs rappellent tout de même leur appartenance à la coalition Yewwi Askan Wi et disent rester attachés aux fondements qui régissent la dite coalition.
Pour Taxawu Sénégal, cette prise de position n'entache en rien son engagement dans l'opposition, tel que le refus d'une troisième candidature du président Macky Sall. Autre point jugé incontournable dans les discussions, la décrispation de l'espace politique, la libération des détenus arbitrairement arrêtés, la cessation des arrestations préventives, le respect des libertés publiques, une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique restent des points importants dans les discussions pour Taxawu Sénégal. Barthélémy Diaz, un des initiateurs du dialogue, ne sera pas au Palais de la République ce soir pour le dialogue. Il a annoncé hier à la 7TV. Nous reparlerons tout à l'heure de lui. Le parti Les Serviteurs, de son côté, décline l'invitation au dialogue national. Pape Djibril Fall et compagnie donc regrette l'absence des termes de référence et des équivoques sur l'objet de la rencontre. Fatih, pendant ce temps, le mouvement F24, de son côté, va lancer son dialogue du peuple. Ce sera aux Parcelles Assainies. Les élus pro-Sonko prévoient à cette occasion donc de marcher jusqu'à son domicile pour aller le libérer pour qu'il y participe. Et puis blocus à la cité Keur Gorgui, l'État prendra toutes ces mesures pour le maintien de l'ordre. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'annonce. Antoine Félix Diome met en garde les Sénégalais de la diaspora également qui, dit-il, se cachent derrière leur clavier pour appeler à l'insurrection. Des démarches sont entreprises auprès de leur pays d'accueil pour dénoncer leur comportement et sévir si nécessaire. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nos confrères de la RFM. Le maintien de l'ordre, que sont la prévention et la répression. Si l'État doit prendre des mesures pour empêcher des rassemblements ou pour empêcher que des troubles graves soient portés à l'ordre public, l'État n'hésitera pas et tous les moyens qui seront nécessaires pour y parvenir, naturellement, seront pris. Et je voudrais, avant de terminer, préciser une chose. Toutes les personnes qui ont participé aux manifestations d'hier, pour l'essentiel, beaucoup d'entre les meneurs ont été déjà appréhendés, que ce soit à Dakar ou bien dans les régions. Et je m'arrête sur ce point pour saluer le travail remarquable des forces de défense et de sécurité. On a vu également, pour le déplorer, que des citoyens sénégalais vivant à l'étranger, assis d'ailleurs dans un certain confort, derrière leur clavier ou derrière leur téléphone, appelaient des jeunes Sénégalais à sortir dans la rue, à s'attaquer à des domiciles, à donner l'adresse de domicile donc de certains responsables et même des fois à envoyer de l'argent pour, disons, financer l'achat de carburant ou de produits inflammables. Je voudrais dire que l'État a pris toutes les dispositions pour saisir les pays dans lesquels ils vivent et signaler les messages qu'ils ont envoyés au Sénégal et le contenu de ces messages. Le cas échéant, ils peuvent revêtir la qualification d'infraction pénale dans ces pays d'accueil. Nous demanderons à ces gouvernements d'initier des poursuites contre eux. Et puis le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a averti les assaillants contre son domicile, cher Tidiane. Il s'est prononcé sur l'attaque avortée de son domicile par des individus encagoulés. Invité hier à la 7TV, Barthélémy Diaz informe que 3 parmi ces individus n'habitent pas à Dakar. Ils sont hébergés, dit-il, par un responsable politique à Ouakam. Il dit qu'il ne laissera qui que ce soit nuire à la quiétude de sa famille. La section de Pastef Mermoz Sacré-Cœur n'a pas tardé à réagir dans un communiqué. Elle soutient que des militants du parti ont été attaqués à tort d'avoir voulu attaquer le domicile du maire Barthélémy Diaz. Ils ont été donc attaqués par la garde rapprochée du maire de Dakar, selon le communiqué, alors qu'ils étaient sagement assis à leur grand place habituelle. L'un d'eux, en l'occurrence Beynagé, dit Papi, a été livré à la police. Pastef dénonce ces attaques des partisans du maire Barthélémy Diaz envers ses militants et ses agissements qui montrent l'étendue de la manipulation à l'heure
où certains acteurs politiques relégués au second plan et en mal auprès de l'opinion cherchent à braquer les projecteurs sur eux. Et puis Fatih, pour finir, le gouverneur de la région de Dakar qui interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le département du mercredi 31 mai à 0h au jeudi 1er juin 2023 à minuit ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté. Les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux mobilisés par les autorités sanitaires. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Marcel. Au Burkina Faso, Marcel, des attaques ont encore fait des victimes. Et c'est une quarantaine de morts au Burkina Faso, Sorna Fati, dont des volontaires pour la défense de la patrie qui ont été recensés. Un communiqué des autorités régionales de la boucle du Mouhoun témoigne d'une double attaque le week-end dernier dans cette zone de l'ouest du pays. D'abord, un convoi sécurisé a été attaqué alors qu'il transportait plusieurs candidats au recrutement des gardes forestiers. Une vingtaine de personnes ont été tuées, principalement des VDP. Puis le lendemain, une autre attaque dans la même région a fait là aussi une vingtaine de victimes. Des recherches contre les groupes armés responsables de ce double assaut ont été lancées. Un double attentat terroriste, cette fois au Cameroun, a fait de nombreuses victimes dans l'extrême nord du pays dans la nuit de lundi à mardi 30 mai. 4 victimes dans la ville de Mora, dans le Mayo-Sawa, et 3 autres à des dizaines de kilomètres plus loin dans le département du Logon et Chari, dont un militaire et 2 assaillants. Des attentats non revendiqués, mais dans cette région où sévit Boko Haram depuis 10 ans, tous les regards sont orientés vers cette nébuleuse terroriste. Des ONG qui travaillent sur la région renseignent qu'en dépit des apparences, les attentats terroristes et des rapts contre rançon sont toujours légion dans la région, avec une moyenne de 25 à 30 incursions armées par mois. En Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, va convoquer un référendum constitutionnel le 30 juillet prochain. Le président centrafricain l'a annoncé dans un message à la nation mis en ligne ce mardi après-midi 30 mai. Le chef de l'État dit avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et celui de la Cour constitutionnelle. Selon lui, ce référendum entre dans le cadre de la réforme profonde de l'État qu'il avait promis lors de la campagne présidentielle de 2020 et va promouvoir, je cite, nos valeurs, permettre à notre jeune démocratie d'être plus dynamique et améliorer le fonctionnement régulier des institutions en mettant plus d'accent sur la transparence et la redevabilité. Les adversaires de Faustin Archange Touadéra affirment que cette réforme ne vise en fait qu'à faire sauter la limitation à 2 mandats présidentiels inscrite dans le texte de 2016. Élu 2 fois en 2016 et 2020, le président centrafricain ne dit pas dans son discours si ce projet de réforme lui permettra de briguer un 3e mandat consécutif. En Afrique du Sud, près de 3 meurtres ont été commis toutes les heures au cours du premier trimestre de l'année donc 2023 en Afrique du Sud, où la criminalité record est toujours plus intense selon les statistiques officielles de la police publiées mardi 30 mai. Tous les 3 mois donc dans le pays d'Afrique australe, parmi les plus dangereux au monde, le ministre de la police dresse au cours d'une conférence de presse retransmise en direct à la télévision le triste tableau de l'insécurité. Entre janvier et mars, les meurtres ont augmenté de 3,4% par rapport à la même période de l'année dernière, avec 6289 cas recensés. Mais moins d'enfants ont été tués par rapport à l'année dernière, diminuant de 20%. À titre de comparaison, donc, l'Afrique du Sud enregistre une moyenne de 10 homicides pour 100 000 habitants, quand le Japon est proche de 0 et la France à 1, selon la Banque mondiale. On termine cette actualité internationale aux Philippines, où un journaliste radio a été tué par balle devant son domicile ce mercredi 31 mai dans le centre des Philippines, donc selon la police, dans un pays où les médias sont régulièrement la cible d'assassinats et d'intimidation. Âgé de 50 ans, Crescenciano Bundukin a été tué par des hommes armés circulant à moto. L'un des assassins a été tué par le fils donc de la victime, qu'il a heurté avec sa voiture alors qu'il fuyait le lieu du crime. Crescenciano Bundukin est le 3e journaliste tué aux Philippines depuis l'arrivée au pouvoir du président Ferdinand Marcos Jr. en juin 2022. Et le 3 octobre dernier, le journaliste radio Percival Mabassa avait notamment été abattu dans la banlieue de Manille alors qu'il se rendait à son studio. Sorne Fati.
Merci beaucoup Marcel, c'était la page internationale et puis retenez que dans cette première partie on va se rappeler professeur Abdoulaye Ly, historien et ancien ministre, et puis dans la deuxième partie Gabriel Kane sera avec nous dans le Djangat du jour ou la chronique. Tout de suite la une des quotidiens du jour avec Cheikh Biangone.